Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap Amérique. Au programme cette semaine, l'équipe de Joe Biden continue de s'étoffer. Le président élu a choisi le futur chef du Pentagone, Lloyd Austin. Cet ancien général, s'il était confirmé, serait le premier Afro-Américain à accéder à un tel poste. Mais rien n'est encore confirmé, vous verrez. Nous vous parlerons également du projet Cartel, ces enquêtes publiées simultanément dans le monde entier par 60 journalistes. Ces derniers ont repris le travail de l'une de leurs consorts mexicaines, Regina Martinez, assassinée en 2012 alors qu'elle enquêtait sur les narcos. Et puis il était le premier à avoir franchi le mur du son. Le héros de guerre Chuck Yeager vient de s'éteindre à l'âge de 97 ans. Nous reviendrons sur sa vie qui a inspiré jusqu'à Hollywood. L'équipe de campagne de Donald Trump avait jusqu'au 8 décembre pour contester le résultat des urnes devant les tribunaux. Ce délai est désormais terminé. Chaque État doit maintenant communiquer un document garantissant la validité des votes. Les recours déposés par le camp Trump ont été un à un déboutés, les accusations de fraude rejetées. Une fin de mandat qui tourne à la débâcle, comme nous le raconte Mounia Kassem. C'est peut-être ce qui symbolisera le mieux le fiasco de la campagne post-électorale de Donald Trump. Ici, une conférence de presse tenue à la mauvaise adresse sur un parking d'une zone industrielle. Là, l'avocat Rudy Giuliani, essuyant difficilement sa teinture de cheveux, dégoulinant sur ses tempes, expliquant devant les caméras du monde entier que la présidentielle américaine a été truquée, accusant Joe Biden et le camp démocrate de fraude massive avec la complicité de George Soros ou encore de Nicolás Maduro. My goodness, what do we have to do to get you to give our people the truth? Un discours complotiste totalement décousu, à l'image de ce témoin assurant avoir compté à elle seule pas moins de 30 000 irrégularités dans le Michigan. You know, the ballots that are found in rivers, the ballots found under rock. Do you have a point of order? Des accusations de fraudes électorales répétées depuis des semaines sans preuve. Rien ne semble arrêter le camp Trump, pas même la débâcle judiciaire. Les tribunaux rejetant près de 50 recours déposés, notamment en Géorgie, où les bulletins ont dû être comptés à 3 reprises. We have now counted legally cast ballots 3 times. And the results remain unchanged. I know there are people that are convinced the election was fraught with problems, but the evidence, the actual evidence, the facts tell us a different story. Face aux caméras, Donald Trump, lui, persiste et signe. We won, and hopefully the next administration will be the Trump administration, because you can't steal hundreds of thousands of votes. Pourtant, même la Cour suprême, où Donald Trump a nommé 3 des 9 magistrats, refuse à son tour de donner suite aux plaintes du camp républicain sur la légalité des votes par correspondance en Pennsylvanie. Face à ces revers, l'équipe Trump ne compte toujours pas accepter la défaite. Elle promet de contester cette fois la validité des grands électeurs de plusieurs États lors du vote au Congrès le 6 janvier. Là encore, peu de chances de voir la procédure aboutir, les élus républicains y étant minoritaires. Et oui, les jours passés, l'équipe de Joe Biden s'étoffe peu à peu. Le président élu, ça y est, s'est choisi un ministre de la Défense, poste clé de la future administration. Une fois encore, le futur chef de la Maison-Blanche semble enclin à marquer les esprits en désignant l'ancien général Lloyd Austin. Il deviendrait, s'il était confirmé par le Sénat, le premier chef afro-américain du Pentagone. Mais rien n'est encore joué. Explication. Un choix potentiellement historique, mais déjà contesté. Si Lloyd Austin était nommé au poste de secrétaire à la Défense comme l'envisage Joe Biden, il serait le premier Afro-Américain à diriger la plus grande armée du monde. Mais la nomination de cet ancien général de 67 ans pourrait faire face à l'opposition de certains membres du Congrès. Car le Pentagone est traditionnellement confié à un civil, non à un militaire. Une réglementation du Congrès américain stipule qu'un ancien militaire doit être à la retraite depuis plus de 7 ans pour prendre la tête du ministère de la Défense. Or, Lloyd Austin ne s'est retiré de l'armée qu'en 2016. Une dérogation des 2 chambres sera donc nécessaire, comme ce fut le cas pour Jim Mattis, le prédécesseur à ce poste, nommé par Donald Trump. À cette époque, certains élus démocrates s'y étaient opposés. Ils indiquent aujourd'hui qu'ils feront de même pour la nomination de Lloyd Austin. Inconnu ou presque du grand public, ce général 4 étoiles est en revanche un militaire reconnu au sein de l'armée américaine.
L'homme gravit les échelons et se forge une réputation de travailleur acharné, de chef modeste et direct. En 2003, il supervise le déploiement de sa division lors de la deuxième invasion de l'Irak. Un pays qu'il devra tenter de pacifier en tant que numéro 2 des forces américaines. Puis des années plus tard, quand il sera chargé par Barack Obama de réduire les effectifs militaires américains déployés. En 2011, il quitte l'Irak avec 50 000 GIs. Même si des défis demeurent, nous les affronterons ensemble. L'Irak fait toujours face à un ennemi hostile et déterminé à en finir avec le progrès. En 2012, il devient le premier Afro-Américain à diriger le commandement central de l'armée américaine pour le Moyen-Orient. 4 ans plus tard, il prend sa retraite et se reconvertit dans l'industrie de la défense, une position qui lui a valu les critiques de certains détracteurs. Mais avec sa réputation d'homme prudent, habitué à ménager les alliés des États-Unis, Lloyd Austin correspond à l'image de l'Amérique promue par Joe Biden lors de sa campagne. Et tout cela nous conduit à notre chiffre de la semaine. 100 millions, comme le nombre de vaccins que Joe Biden prévoit d'administrer pendant ses premiers 100 jours de mandat. Encore faut-il pouvoir le financer. Le président élu a effectivement exhorté ce mardi le Congrès à parvenir d'urgence à un accord financier de lutte contre la pandémie. Avez-vous entendu parler du Project Cartel? Des enquêtes publiées simultanément dans le monde entier. 60 journalistes de 18 pays différents ont repris le travail de l'une de leurs consoeurs mexicaines, Regina Martinez. La journaliste a été assassinée en 2012 alors qu'elle enquêtait sur de nombreuses disparitions dans l'État de Veracruz. Regardez. Qui a voulu faire taire cette journaliste pugnace, surnommée la Chaparrita, la petite en espagnol? Qu'avait-elle découvert? Elle qui, pendant plus de 10 ans, a enquêté sur la corruption des gouverneurs de l'État du Veracruz et leurs liens avec les narcotrafiquants. Des reportages pour lesquels elle a été menacée jusqu'à sa mort une nuit d'avril 2012, froidement assassinée, rouée de coups et étranglée chez elle. Regina travaillait pour un grand hebdomadaire national, Proceso. Son collègue décide alors d'enquêter sur le meurtre de la journaliste, en vain. Trop dangereux. J'ai reçu une menace de mort. L'effet a été dévastateur et on a dû arrêter l'enquête. Alors c'est un collectif de 60 journalistes internationaux qui reprend le flambeau. 10 mois d'investigation pour reconstituer le reportage que Regina n'a pas eu le temps de publier. Avant de mourir, elle était sur les traces de milliers de personnes disparues, du jour au lendemain. Chauffeurs de taxi, escort girls, entrepreneurs, des témoins parfois gênants pour les narcotrafiquants. Regina avait découvert que ces Mexicains avaient été enlevés avec la complicité des autorités, puis enterrés ici dans des fosses communes. Ces lieux ont été cachés, non seulement par des criminels, mais aussi par les autorités. Et ici, je parle de policiers de la ville, de l'État. Si Regina avait publié cette information, ça aurait fait l'effet d'une bombe pour le gouvernement du Veracruz. Seuls les enregistrements des dernières interviews de Regina et son ordinateur ont disparu le soir de sa mort. Pour les autorités locales, il s'agit d'un simple cambriolage qui a mal tourné. Elle présente même un suspect qui clame son innocence. Une procureure fédérale est nommée, mais son enquête est très vite entravée. Les autorités locales nous ont toujours caché des informations, brouillé des pistes. On ne saura peut-être pas qui a tué Regina, mais moi je sais qui ne l'a pas tuée. Interrogé sur le meurtre de la journaliste, le président mexicain a promis de tout faire pour la réouverture de l'enquête. Depuis la mort de Regina Martinez, 52 journalistes ont été tués au Mexique à cause de leur travail. La légende de l'aviation américaine s'est définitivement envolée. Le pilote Chuck Yeager est décédé ce lundi à l'âge de 97 ans. Une vie bien remplie pour celui qui fut le premier à franchir le mur du son. Regardez. Un dernier sourire pour le caméraman des archives de l'armée américaine. Et Chuck Yeager se glisse dans l'inconfortable cockpit de son avion fusée qui porte le nom de son épouse, Glennis. Ce 14 octobre 1947, à 24 ans, il va tenter ce que l'on pense impossible, franchir le mur du son.
le mur formé par les molécules d'air comprimées par l'arrivée de l'avion à 1000 km/h. Largué à 12 000 mètres par une forteresse volante, au-dessus du désert californien, Yeager pousse immédiatement à fond les réacteurs. Les rares pilotes qui ont survécu aux tentatives précédentes racontent qu'à 1000 km/h, les commandes refusent de répondre dans des vibrations infernales. Eh bien, je dirais qu'à peu près la moitié des ingénieurs aéronautiques à l'époque, en 1947, ne nous donnaient aucune chance de franchir le mur du son. Ils disaient que le terme de mur était bien trouvé et que l'avion allait perdre son contrôle ou se désintégrer. Je ne voyais pas les choses de cette façon. Et Yeager va rester à fond, plusieurs secondes, jusqu'à 1127 km/h. Pour la première fois, le bang supersonique se fait entendre. Yeager s'offre même un tonneau en signe de victoire. Il vient d'entrer dans la légende de l'aviation. C'est pour son audace inouïe que l'armée avait désigné cet ex-pilote de guerre aux 12 victoires en combat aérien au-dessus de la France. À 34 ans, 57, il refusera d'entrer dans le corps des astronautes, mais assurera leur formation. À 85 ans, il pilote encore en démonstration et prendra même les commandes de l'A380 à sa sortie. Aujourd'hui, tous les pilotes lui doivent d'avoir ouvert la voie vers le supersonique et une admiration éternelle. Avant de nous quitter, c'était il y a 40 ans, John Lennon était abattu en fin de soirée de 4 balles dans le dos par Mark David Chapman. 40 ans plus tard, le créateur des Beatles, l'interprète d'Imagine, manque toujours autant à ses fans. Vous voyez un peu, ils se sont réunis cette semaine à la lisière de Central Park, à 2 pas tout juste de l'immeuble devant lequel il avait été tué. Et c'est la fin de ce numéro de Cap Amérique. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous restez évidemment avec nous. D'autres infos à suivre tout de suite sur France 24. Rendez-vous quant à nous la semaine prochaine, même heure, même continent. À très vite.